RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Jean-Michel Apathy, la liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque. Voilà pourquoi vous êtes avec nous, mon cher Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel, depuis hier, 22 mars, officiellement, nous sommes entrés dans cette longue période de commémoration de mai 68, qui va nous emmener jusqu'au mois de juin, puisque mai 68, rappelons-le aux plus jeunes, ça a commencé le 22 mars à Nanterre, des étudiants qui souhaitaient pouvoir circuler librement dans les résidences universitaires, filles et garçons, ensemble. C'était le début de cette volonté d'égalité, de liberté, de sexualité. Et vous, Jean-Michel, vous aviez 10 ans en 68. C'est pas mon souci d'aller voir les filles encore. Pourquoi, 50 ans après, avez-vous décidé d'apporter votre contribution à ces commémorations ? Pour deux raisons. D'abord, je crois qu'on ne comprend pas mai 68 parce que on a l'impression que tout a commencé en mai 68, que la liberté dans une société cadenassée, ça tombe en 1968. Je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que c'est un mouvement qui est né plus tôt que cela et que mai 68 est l'expression de quelque chose et non pas le début de quelque chose. Donc, il me semblait, j'avais envie, à ma petite place, de rétablir cette vérité historique qui me permettait de faire une deuxième chose, c'est de parler de la société d'avant que j'ai connue, au Pays Basque, une société un peu sympathique et chaleureuse, mais archaïque, qui sur le plan clérical et patriarcal. Oui, absolument. Voilà, le poids de l'Église dans la société que moi j'ai connue était très important, et petit à petit, les gens cherchaient à s'en affranchir. Et donc, je raconte tout cela au travers de l'histoire de mes parents, Catherine et Jean-Pierre. Et je dois bien vous avouer, j'ai commencé à écrire ce récit début décembre, que ça m'a fait un bien fou, pas au sens de la psychanalyse, mais un plaisir fou à revisiter ma vie avec mes parents il y a donc quelques années de ça. C'est un livre touchant, personnel, et qui montre bien qu'effectivement, finalement, mai 68, c'est le point d'orgue d'un mouvement de libération. Un point d'orgue, pas le début. Voilà. Vous dites d'ailleurs que peut-être que Cohn-Bendit et les autres, ils ont un peu pris en otage mai 68, kidnappé, alors que ça se passait dans la société. Vous dites, on s'est coupé du patriarcat, de la famille, de l'Église. Donc finalement, vous avez un regard très positif sur cette période. Moi, je pense que c'est une période qui a beaucoup apporté. Enfin, cette longue période de l'après-guerre, à partir du milieu des années 50, c'est quelque chose qui a beaucoup apporté à la société, parce que ça a permis aux individus de s'affirmer eux-mêmes, de chercher leur place dans la société, d'être autonomes, de s'affranchir de plusieurs tutelles, on en a parlé, l'Église, d'être plus respectueux les uns envers les autres, d'accepter les différences. Ça nous a fait un bien fou. Si vous prenez la une de Valeurs Actuelles, cette semaine, tu dis, mais 68, quelle horreur! Oui, c'est le déclin. Je pense qu'ils ne comprennent rien, absolument. Je pense qu'ils ne comprennent rien. Ils comprennent rien à ce qu'a vécu la société française tout au long de ces années-là. Gilles William. Je suis sûr qu'il est d'accord avec moi, Gilles William. Je suis à moitié d'accord. Déjà, c'est pas mal. Hein. Non, mais je vais dire pourquoi. Je suis à 100% d'accord sur l'aspect sociétal des choses. D'ailleurs, je me suis livré au même exercice littéraire dans la préface de ma réflexion sur la question blanche, où moi je raconte mon mai 68 en Normandie. Et j'ai exactement le même regard favorable et positif que M. Apathy. À savoir que je vivais dans un monde où l'Église catholique était en majesté, où moi, le petit juif normand, je le vivais extrêmement mal. Ah oui. Je détestais l'école parce que la tutelle des maîtres était terrible. On n'a pas idée de ce qu'était la tutelle des maîtres. Il y avait une absence de sensibilité chez nos camarades. Je veux dire, on pouvait parfaitement rire d'un bossu ou de qui que ce soit. Ça n'existe plus maintenant. Donc, sur le plan, évidemment, de l'homophobie, tout ce que vous voyez, la libération des femmes, la liberté sexuelle, j'ai vécu mai 68 et je remercie mai 68 comme vous n'imaginez pas. Et je vous rejoins complètement. Non, mais je l'ai écrit. Il fallait inviter Jean-Michel Apathy pour t'entendre dire ça. C'est enregistré, mais c'est en direct en tout cas. Mais je l'ai écrit. Pardon, je l'ai écrit. Mais en même temps, pourquoi il le met mais en même temps parce qu'il en faut un. Mais non. Mais sur le plan politique, c'est pour ça. Sur le plan politique, mai 68 constitue pour moi une horreur. Le lyrisme en politique, le narcissisme politique, l'esthétisme politique, les slogans de mai, CRSSS a été le premier lapsus
premier lapsus qui a entraîné en vérité une détestation de l'État-nation que nous payons encore Alors, aujourd'hui. Jean-Michel Apathy. On est Sur d'accord à 100%. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Ben oui. CRSS, SS, c'est une connerie. Moi, je pense que les mai 68, c'est la mainmise par le gauchisme d'individus qui sont très marginaux dans la société française. Et très curieusement, parce que la presse est plutôt à gauche qu'à droite, on a fait des soldats de mai 68. On a fait des héros. Et dans la mémoire collective, on se le transmet comme ça. Et à mon avis, c'est une erreur. Donc je en pense fait, que l'héroïne, c'est plutôt votre mère. Bien sûr, les vrais 68ards qu'il faudrait mettre en exergue, c'est Catherine et Jean-Pierre, ma mère et mon père, et des millions d'autres. Moi, je ne parle que de Catherine et Jean-Pierre parce que je les ai connus. Mais ce sont des millions d'anonymes qui ont fait de cette société, comme de toutes les sociétés occidentales d'ailleurs, des sociétés démocratiques, ouvertes et tolérantes. Comment vous, à 10 ans, vous viviez cela? Parce qu'à 10 ans, est-ce qu'on peut prendre conscience de voir ses parents sortir d'une époque et entrer dans une autre? Oui et non. Oui, j'en avais conscience parce que mes parents, par exemple, m'amenaient chez mes grands-parents maternels. Une vieille ferme seule en terre battue. Et ma mère me disait, tu vois, là-bas, il n'y avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Et moi, je savais qu'à la maison, on avait une salle de bain. Et avec j'ai l'eau tout de suite courante. avec de l'eau courante. Mes parents en 1959, ma mère avait 29 ans, mon père 31, c'est la première fois de leur vie qu'ils avaient une salle de bain, ils pouvaient se laver. 1959. Et quand on se lave, on ne discute plus de la même manière avec le curé, avec le maire, avec le patron. On a gagné un peu de sa dignité. C'est essentiel tout ça aujourd'hui. On parle de la préhistoire à des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de moins. Mais c'était ça la France des années 50. Moi j'ai vu ça. Et puis j'ai vu la télévision arriver. J'ai vu la modernité arriver. J'ai vu ma mère a quitté l'école à 10 ans. En 1965, elle a 35 ans, elle passe le code. C'est une épreuve pour elle, mais elle est déterminée. Parce qu'on lui dit, tu sais Catherine, tu peux avoir une voiture. Alors elle en veut une. Elle s'en fout de ce que disent les voisins. Et quand elle faisait une marche arrière dans la maison, il y avait le vieux paysan qui était, alors lui, il était scandalisé qu'une femme puisse prendre le volant. Mais il n'imaginait pas qu'une femme sache faire une marche arrière. Alors il venait au bord du talus et il se foutait de ma mère. Et évidemment, ma mère, elle s'énervait, elle rentrait dans le talus. Et j'ai assisté à toutes ces scènes. Moi, j'ai vu la bascule du monde. Mai 68, ce qu'on appelle mai 68, cette libération des gens, c'est un cadeau formidable. Mais les gauchistes qui ont fait mai 68 ont pollué la mémoire. Mais vous de parlez mai de 68. comédie, vous dites c'est la comédie mai Bien sûr, 68. c'est des étudiants qui n'ont aucune connaissance de la vie. Et je suis tout à fait d'accord avec William qui crie CRSS. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Rien que ça. Après, ils avaient des slogans plus rigolos. Oui, il y en avait pas mal. Ben bien sûr. Jouir sans entrave. Oui, jouir sans palmes. entrave. Moi, ça m'a toujours choqué. Pourquoi Porte ouverte à la pédophilie. Paf. Jouir sans entrave, c'est porte ouverte à la pédophilie. Mais bien sûr, jouer sans entrave, oui. Mais la pédophilie a été défendue à cette époque. Je pense que c'est un peu... Non, mais par exemple... Sous les pavés la plage. Sous les pavés la plage, l'impossible. C'est quoi leur truc Soyez réaliste, demandez l'impossible. Enfin, il y avait des trucs rigolos. Il est quand même. interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. C'est un problème. On ne vit pas sans interdit dans une société. C'est un problème. Elina. Oui, alors monsieur, voilà, j'ai une question. Dans votre livre, on apprend que vous êtes complice avec votre frère, Oui. que votre maman a un amant. Oui. Et ça m'a surprise. Attends, je me suis dit, mais comment on peut être complice alors que vous dites bien que votre père, vous n'avez rien à le reprocher. Non, c'est un type formidable, mon père. Mais, non, mais vous le dites dans votre livre. Alors moi, je voulais vous demander... Simplement, il faut expliquer Ouais, excuse-moi. pourquoi vous êtes complice. Oui, j'allais le faire, oui, bien sûr. Mais, Non, mais ma question, c'était quel regard vous portez en tant qu'homme? Parce que moi, si j'étais à votre place, j'aurais pas bien confiance aux femmes, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Nous étions une famille Quelles sont les assez traces? Je unie. n'ai pas du tout confiance aux femmes. Nous étions une famille assez unie, enfin pas unie même, aimante. J'ai eu cette chance dans la vie parce que ça c'est tout de même un capital. Et un jour, en ouvrant le courrier, un peu c'est par ça. erreur, un courrier était adressé à mon père. C'était une lettre anonyme qui disait ta femme elle a un amant. Ouais. Et nous avons caché cette lettre parce que mon frère et moi, nous voulions protéger ma mère, pas tromper mon père, mais protéger ma mère parce que c'était une catastrophe qui nous tombait dessus. Nous l'avons fait par réflexe. Nous étions des enfants, sans beaucoup réfléchir. Non, mais elle en a eu plusieurs en plus. Hein. Non. Bah, je dis d'après que... votre livre. Ah non, un. Non, mais vous protégez. À moi, à ma peut-être des connaissance, infos. Non, mais elle a mais- peut-être des infos, mais Elina. ce que j'ai voulu dire en racontant Mais cette vous année... protégez votre père en même Elle a temps. appelé En même Plénès. temps, voilà. Voilà. En même temps, je protégeais la famille. Bien Voilà. sûr, le C'est ce qu'on couple. comprend. Mais après, ça n'était pas, c'est pas du
du tout, en tout cas dans mon esprit. Et ça vous a pas choqué? Moi, je sais pas si j'étais choqué. Je pense que ça m'a blessé un peu de comprendre qu'il y avait cette situation, mais ce qui m'a choqué, c'est que quelqu'un puisse, dans la méchanceté, écrire une lettre anonyme. Oui, ça. Vous comprenez ? Ça m'a choqué. Je crois que c'était un peu ça. Mais vous n'en vouliez pas à votre mère d'avoir pris un Voilà, amant. c'est ça. Non, je n'en voulais pas. Et puis, je crois qu'après, elle a abandonné son amant. Elle est restée dans la famille. Je le dis aussi. Mais elle nous a quittés temporairement. Elle est revenue. Charles. Il y a une mode intellectuelle aujourd'hui de grincheux violemment anti-68ards. Je ne vais pas les énumérer, mais ils sont énumérés à la une de Valeurs Actuelles, justement. Il y a un courant aujourd'hui puissant oui. dans les médias de gens qui sont contre mai 68, sont contre cet esprit-là et voudraient des maîtres dans les écoles avec des enfants en blouse et ils sont pour comme ça un retour à la France d'avant en quelque sorte. Et Jean-Michel Blanquer est leur idole et tout ce qui est nouveau est atroce. En gros, on en est là. Qu'est-ce que vous en pensez justement, vous qui êtes plutôt, vous qui jetez un regard rétrospectif favorable sur cette période-là, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de retour et de cette espèce de mode des grincheux ? C'est un retour navrant et l'audience de ces gens-là est importante, donc il faut prendre ce courant au sérieux. Je crois qu'il s'appuie sur plusieurs ressorts, mais il y en a deux principaux que je voudrais évoquer ici. D'abord, mai 68 nous a donné le sentiment qu'il n'y avait plus d'autorité dans la société. Moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'à partir de ce mouvement de libération, l'autorité a dû s'installer de manière différente, être plus légitime que les simples coups de règles sur les doigts qu'on donnait aux élèves. Il faut mériter l'autorité, il faut la construire, et c'est quelque chose de plus exigeant, peut-être de plus angoissant pour les tenants de ce courant de pensée, et donc ils disent c'était mieux avant parce que un maître, pour reprendre l'école, cristallise beaucoup de ce ressentiment. Hein. Il suffit de mettre une blouse bleue pour imposer son autorité à des élèves. Non, il faut leur parler, les comprendre et puis faire accepter son autorité. Ça, il y a des gens que ça angoisse. La deuxième chose qui me paraît... Il y a d'autres ressorts, hein, le pays, la nation, il y a d'autres ressorts. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une posture un peu intellectuelle, qui est une imposture, qui vise à critiquer la société de consommation. Et on parle de la société de consommation à partir de 1968. J'entendais l'autre jour, c'était sur France Info, je crois que c'était hier ou avant-hier, Luc Ferry dénoncer la société de consommation. Franchement, on se pince les lèvres pour pas éclater de rire quand on entend ça. La société de consommation, à partir du milieu des années 50, c'est quoi ? Ce sont des gens, mes parents, qui peuvent faire construire une maison. Ils ont un salaire et la banque leur donne le complément. Ils ne font pas construire un château, 100 mètres carrés habitables. Mais c'est les premiers, depuis que cette famille est sur Terre, qui peuvent se faire construire une maison à eux. C'est ça d'abord la société de consommation. Et puis après, ils achètent une télévision, une machine à laver, un frigo, une voiture, des choses avec lesquelles on vit. Et puis, après, comme les choses sont un peu améliorées, à partir des années 70, la société de consommation sont aussi des voyages. On va voir à l'extérieur de nos frontières ce qui se passe. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous rend tolérants. Fondamentalement, c'est tout ça, la société de consommation. Et les gens qui aujourd'hui sont méprisants vis-à-vis de, entre guillemets, la société de consommation, sont eux-mêmes vautrés dedans, vivent avec et n'imaginent pas que ça puisse cesser. Donc, la critique de mai 68 est pour une large part une imposture. Une large part. Et c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir écrit ce que j'ai écrit. Jean-Michel Apathy, La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, le grand oral des GG continue dans un instant. Est-ce qu'on peut dire que c'est publié chez Amazon ? On va le dire. Ah, on va le dire. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC avec dans le grand oral des GG Jean-Michel Apathy, La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque. Alors, si certains d'entre nous qui nous écoutent et nous regardent, je vais filer en librairie parce que ça me donne envie, ça me rappelle des souvenirs. Ça sert à rien. Il faut avoir une bonne connexion Internet. Alors, c'est ça, c'est un livre qui est publié sur Amazon.fr, 2,99 € en téléchargement. Il faut charger l'application Kindle. Ou alors 9,99 €. On vous l'envoie à domicile au bout de 48 heures. En fait, ça s'appelle de l'auto-édition. J'ai commencé ce texte, ça me travaillait depuis un moment, mais bon, une chose chassant l'autre. J'ai commencé ce texte à la mi-décembre. C'était trop court pour les circuits traditionnels de l'édition, parce que je voulais y être un peu avant le 22 mars, mais bon, là. Mais pourquoi ? Ah oui, parce que pour la après, vous avez plus commémoration. de... Ah oui, moi je voulais être dans le délai. débat de mai 68. D'accord.
Mais après, je me suis mis tard au texte. J'ai montré le début à 2 éditeurs qui m'ont déconseillé de poursuivre d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, soit j'arrête, soit je trouve un moyen de le diffuser. Donc, j'ai fait ça sur Amazon. Et c'est une aventure professionnelle assez amusante parce que je me suis rendu compte, je n'avais pas du tout réfléchi à cette question, que si j'ai un thème d'enquête, une idée d'enquête, ou si vous en avez une, vous travaillez 2 mois, vous écrivez 1 mois, vous publiez tout de suite. En 48 heures, c'est publié. C'est un truc pour les journalistes, en fait. Donc Amazon, comme ça, vous touchez tous les droits. Vous touchez vous avez une part de revenus oui, plus importante que l'édition, mais alors après, il faut faire connaître le livre, et ça, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de service de presse qui vous aide. Une des figures de mai 68, c'est quand même le général de Gaulle. Oui, exact. Oui. Alors, et vous en parlez, mais assez brièvement. Alors, simplement, mai 68, le mai 68, c'est 2 pages, hein. Dans le livre, 2 pages. C'est 2 pages. J'ai regardé. C'est le point d'orgue. Et De Gaulle, vous dites, De Gaulle, c'est quand même le boss. Et puis à un moment, il a sifflé la fin de la récré et ça s'est arrêté tout de suite. Absolument. De Gaulle fait 2 tentatives. Le 24 mai, je crois, il propose un référendum bidon sur la régionalisation, tout ça. Tout le monde lui rit au nez. Il en a ras-le-bol. Alors il se dit, soit j'envoie les chars tout de suite, soit je vais me calmer avec mon copain Massieu à Baden-Baden. Et quand il revient, il a trouvé la clé, il dissout l'Assemblée nationale. Et quand il dissout l'Assemblée nationale, il n'y a plus personne. Tout le monde s'évapore. Les rues se vident. Les usines vont petit à petit reprendre le travail. De Gaulle a tapé sur la table et il a une majorité, 400 et quelques députés dans l'Assemblée nationale et qui suit au mois de juin. De Gaulle lui-même va se marrer après. Il va dire ça, c'était les élections de la trouille. Mais il a suffi qu'il siffle la fin de la récré pour que tout le monde parte comme une volée de moineaux. Après, il est parti 1 an après. Et il est parti 1 an après. Il y avait aussi une volonté, notamment chez les jeunes, de passer à autre chose. De Gaulle, il l'avait connu depuis toujours. Mais la crise, il la gère, la crise de mai, fin mai, avec un talent tactique qui est le grand De Gaulle. Parce que son discours, quand il revient de Baden-Baden, il ne le fait pas à la télé. Il fait à la radio. La voix qui intimide. C'est un discours qu'il prononce un après-midi, je ne sais plus quel est le jour de la semaine, le 30 mai, mais un discours qui porte, un discours qui émeut, un discours qui mobilise. Vous avez 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. C'est du grand De Gaulle, c'est du grand art. Et tout le monde s'envole. Je crois que Massu, quand même, le regonfle. Massu le regonfle parce que De Gaulle, il était vieux, un peu, pas malade, mais quand même très fatigué. Il a presque 80 ans, il a 78 ans à l'époque. Et il a envie de tout lâcher, quoi. Alors, encore sur mai 68, Edina Oui, quelque chose qui m'a... Post-it numéro 7. Oui, moi je prends des notes. Mais c'est très bien. En fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que bon, je travaille auprès des sans-abri et des personnes en très grande précarité. Et en fait, dans votre livre, on voit à quel point on porte une culture sociale. Et d'ailleurs, vous dites... Vous alliez au cinéma 1 fois par mois. Non, 2 fois par an. 2 fois par an, excusez-moi. Mais vous auriez voulu y aller plus souvent. Et vous dites, l'obstacle n'était pas économique, la difficulté était culturelle. Et je trouve qu'en 2018, c'est la même problématique. Même chose, bien sûr. Donc, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant qu'on puisse le lire dans votre livre. Qu'on est tous pris par un... Mais bien sûr. Parce que vous dites bien, c'est pas qu'on n'avait pas les moyens. Mais... Quand on n'a pas l'habitude... On se met des barrières ? Ben oui, quand t'as pas l'habitude, je sais pas, de jouer du piano, de lire, et ben en fait, ça devient même pas l'idée. Si je peux vous raconter une anecdote de ce point de vue, parce que je me rends compte qu'on est prisonnier très tard de tout ça. Je joue au tennis. Et je me suis mis au tennis il y a 10 ans. Parce que j'ai tout le temps pensé que c'était pas un sport pour moi. Oui. Que c'était un sport qui n'appartenait pas à la classe sociale dont je suis issu. Et il a fallu que je fasse un effort sur moi-même pour me dire que c'était quand même assez bête. Et pour aller vers ce sport que aujourd'hui... C'était la pelote basque Non, en fait, j'ai jamais été très sportif, mais... Et pour que je pratique aujourd'hui ce sport régulièrement, j'y prends beaucoup de plaisir et je me mettais moi-même un blocage. Et mes parents, le cinéma, c'était la même chose. Il fallait aller voir des films qui en plus avaient l'estampille grand public. Parce qu'il fallait pouvoir dire aux voisins, on a été au cinéma, mais pas pour s'amuser, mais pour une bonne raison. Parce que le film, c'est terrible d'être prisonnier de sa culture et de sa classe sociale. Et du coup, est-ce que pour vous, le fait de faire une carrière médiatique, où vous êtes devenu célèbre, etc., est-ce qu'il y a une forme de revanche sociale ou pas ? Moi, j'ai toujours été animé. J'ai quitté l'école à 14 ans. Oui, vous avez quitté, il faut le rappeler, vous avez quitté très tôt l'école. Oui, j'ai passé le BEPC au repêchage. Ils me l'ont donné vraiment, ils ont dit, on te le donne, mais enfin, tu ne le mérites pas. Et à 16 ans, mais alors ça, vous savez, il y a des mystères de l'âme humaine ou de la nature ou de la cervelle, je ne sais pas, je me suis abonné tout seul à l'Express. Et je m'échinais à lire les éditos de Raymond Aron, auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Mais je me suis abonné à l'Express. Très sévère à l'égard de mai 68. Absolument. Et je me suis construit en désordre une culture politique. Et j'ai découvert au fil du temps et de ma vie que
L'un de mes plaisirs, c'était la politique. Mais pas en faire, parce que c'est pas ma psychologie, mais pour en parler, pour l'analyser, voilà. Et alors après, être devenu connu, ce que vous avez dit, ça c'est une conséquence du travail, mais ça n'était absolument pas le but. Gilles William. Il n'est pas désagréable. Ça n'a pas que des côtés désagréables, j'en conviens. Je voudrais être perfide. Oh, ça vous ressemble pas. Oui. Comme Roger, Je voudrais être bravo. perfide parce que je trouve qu'il y a une sorte de relief de mai 68 qui existe encore au sein de la société française, c'est l'audiovisuel du service public. Vous appelez ça comment, le service public la radioactive du service public. Ah, c'est ça, ça me plaît bien quand même. Et alors, je ne veux pas caricaturer ma propre caricature, mais ce que je veux dire, je trouve... Ce qui est toujours un risque. Parce que c'est toujours un risque, mais je vais essayer de l'éviter. C'est une sorte un peu de relief de l'ORTF. C'est-à-dire que peut-être un peu moins pire, mais pas beaucoup. Je pointe, et je me permets de m'adresser à vous, à la fois parce que vous parlez de mai 68 et à la fois parce que vous travaillez au sein du service public de l'audiovisuel. C'est un endroit où, je trouve, il manque du pluralisme. Et vous avez travaillé avant sur des radios privées. Nous sommes ici sur des radios privées. Je ne dis pas qu'elles sont sans critique, mais en tous les cas, je trouve qu'il y a un espace de plus grande liberté, de plus grand pluralisme, y compris chez les humoristes, où on peut rire de tout et de chacun, plutôt qu'au sein de l'audiovisuel de service public, qui est une sorte, encore une fois, de rappel de ce qu'était l'ORTF Alors, d'avant mai Jean-Michel 68. Apathy. C'est un repère de gauchiste. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais bon. Manque de pas ce que j'ai pluralisme. dit. Est-ce que vous le constatez, ça, Jean-Michel? Je vais dire que je suis d'accord avec vous à 50%. Voilà. Ah, pas plus. Il n'en dira pas plus. quand même. Ah, dis donc. C'est son employeur. Non, c'est pas ça, mais 50%, vous avez un peu raison. Vous avez tout à fait raison. Où a-t-il tort? Il y a une culture de gauche au sein du service public. C'est assez diffus. Non, mais c'est assez diffus parce que moi je connais bien les journalistes, j'aime bien les journalistes. C'est une profession, une population, même pas que j'aime bien, mais que j'aime. Mais c'est assez diffus, c'est un peu dans les murs, dans la culture, il y a une forme plutôt dans les projets de presse de l'audiovisuel public, une forme d'antilibéralisme qui est assez forte. C'est idéologique. Mais c'est dans les murs, c'est pas. Après, pris individu par individu, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on parle à ces gens-là en privé, ils sont pas du tout. Il y en a un qui a critiqué mai 68 pendant une campagne présidentielle. C'était Nicolas Sarkozy en 2007, qui était très sévère sur mai 68. Vous vous souvenez pas du discours qu'il faisait liquider l'héritage. Il fallait liquider l'héritage de 68. Il en faisait un argument de campagne. Je sais pas s'il le croyait, mais enfin à ce moment-là, je crois que c'était surtout une bonne remarque. Mais voilà. Bon, Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1 face à Gilles Boulot. Il a été convaincant. Sur mai 68 notamment. Convaincant, je dirais pas. Il a été époustouflant. Brillant d'une certaine manière. Le Nicolas Sarkozy qu'on connaît avec une énergie, une hargne, une colère extraordinaire. Après, convaincant sur le fond, bon, ça c'est plus compliqué. Je voudrais juste vous donner un indice. Rien n'a existé des relations entre la Libye et la France dans ces années-là. Tout ça, c'est mensonge absolu. Très bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Mais, dit-il, Claude Guéant, il devra se défendre en tant que Claude Guéant. Donc la mise à distance de l'un de ses amis montre que quand même dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose. Et quand on regarde ce que l'on sait du dossier, parce qu'à mon avis, dans ce dossier, l'instruction a été un peu plus respectée peut-être que dans d'autres. Je pense que les juges ont beaucoup d'éléments que nous ne connaissons pas encore, notamment corruption passive, tout ça, je me demande un peu ce qui a motivé ces chefs de mise en examen. Dans ce dossier, il y a quand même beaucoup d'éléments étranges. Je vous en citerai un qui est un peu marginal, mais qui éclaire tout, c'est qu'au bout du bout, acculé contre le mur, là, le dos au mur, le trésorier de la campagne de 2007, Éric Woerth, a dit aux enquêteurs de cette affaire-là, de l'argent libyen, ah oui, c'est vrai, je reconnais, il y avait de l'argent liquide dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, un peu, pas beaucoup. Les enquêteurs ont retracé 38 000 euros. On est loin des 5 millions, mais 38 000 euros. Et vous avez oublié de les déclarer, monsieur Woerth. Ah oui, je ne les ai pas déclarés. Oui, je me suis dit, c'est pas bien, mais je ne les ai pas déclarés quand même. Et d'où venait cet argent liquide? Ah ben, c'est tout simple. Il arrivait à la campagne dans des enveloppes sur procès verbal, des enveloppes anonymes avec de l'argent dedans. Voilà. Alors vous imaginez un peu, vous avez une enveloppe, c'est pas qui vous l'envoie, vous l'ouvrez, vous trouvez des sous, et oui, chic, il y a des sous, et vous les redistribuez aux gens de la campagne. Sans le déclarer, bien sûr. Des fois, on se fout un peu de nous. Ouais. Jean-Michel Apathy, vous avez dit « J'aime les journalistes », vous êtes journaliste. Que pensez-vous du discours notamment de Jean-Luc Mélenchon qui
tend à justifier la haine qu'on peut avoir pour les journalistes. Il me pousse au crime. Hein. Non, parce que hier, je voudrais préciser quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est qu'il y a un journaliste qui s'est fait agresser sur la manifestation, c'est un journaliste de BFM TV. Aujourd'hui, on ne peut plus couvrir une manifestation dans Paris sans garde du corps, faut le savoir, parce qu'on les voit pas forcément à l'écran, mais en général, quand un reporter est dans la manif, interroge et donne plutôt en plus la parole aux manifestants, eh bien, il est entouré de garde du corps parce que sinon, il risque de se faire agresser. Il y a un journaliste hier qui est arrivé une demi-heure avant le garde du corps, il a commencé à travailler, il y a des jeunes qui lui sont tombés dessus et qui lui ont cassé la gueule. On est à Paris dans une manifestation de fonctionnaires de cheminots. Hein. Ça fait quelques années que le climat est assez agressif. Est-ce que quand un homme politique comme Jean-Luc Mélenchon, qui prétend aux plus hautes fonctions de l'État, finalement dit c'est normal dans certaines conditions d'avoir la haine du journaliste, vous en pensez quoi ? Non, je pense que c'est une phrase insupportable. La phrase exacte de Jean-Luc Mélenchon, c'est « la haine est juste et saine ». Moi, je n'ai jamais entendu avant lui un responsable politique inciter à la haine. Je pense que ça, déjà en soi, c'est un problème. Et je m'interroge beaucoup sur le qualificatif de saine, parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas dû beaucoup réfléchir quand il a écrit ça, indique que une des conditions de l'équilibre d'un individu, ça peut être la haine. C'est quand même terrible d'écrire tout ça. Et diriger cela contre les journalistes, c'est pitoyable, minable. Je pense en plus que ça handicape le combat de Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui du coup ouvre des fronts. Vous savez, l'essentiel pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait de bien expliquer aux citoyens les raisons pour lesquelles il s'oppose à Emmanuel Macron. Et introduire les journalistes là-dedans, il me semble que c'est une perturbation. Et puis il faudrait qu'à ce moment-là, le parti médiatique, dit-il, il définisse une démocratie sans journalistes. Peut-être souhaite-t-il que les journalistes soient uniquement des journalistes qui partagent ses idées, mais ça nous rappelle des systèmes qu'on a connus quand même avant. On pourrait peut-être l'inviter à être très critique envers ce qu'il appelle le monde médiatique, sans verser dans la haine. Je veux dire, c'est pas ça ou ça. On a le droit de critiquer la manière... Non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit... Non, vous n'avez pas... De quoi ? C'est pas le monde... Non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Vous avez le droit de reprendre des journalistes quand ils disent des choses fausses, vous avez le droit de porter un jugement sur un édito, sur... Voilà. Mais le parti médiatique, le monde médiatique, c'est tellement divers que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le monde médiatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a le droit de faire une analyse de l'idéologie médiatique qui règne en France. On peut par exemple considérer qu'il y a une trop grande prégnance de l'idéologie gauchisante sur l'ensemble des médias. C'est ce que Mélenchon dit, par exemple. Non, justement. Il dit l'inverse. Il dit que les journalistes sont Macron. Moi, je trouve, le parti des médias, c'est le parti de Macron. L'analyse est globale. Non, mais les journalistes si moi sont je dis quand même... que les avocats sont tous, je sais pas quoi. Non, attendez. Oui, mais si je dis que les hommes politiques sont tous pourris, c'est bête. Je vous assure que je comprendrai votre critique du système judiciaire. Il y a beaucoup à dire sur le système judiciaire. On constate quand même, en regardant la télé, en écoutant la radio, en lisant les journaux, que dans l'ensemble, les journalistes sont plutôt de centre-gauche. C'est quand même pas leur faire injure que de constater ça. Je suis désolé, à part au Figaro où il y a quelques réacs, pour le reste, ça c'est très majoritairement de centre-gauche. Regardez par exemple, un exemple très simple, la manière dont il parle de Trump, par exemple, de Donald Trump. Mais il n'y a pas une voix dissonante aujourd'hui dans les médias français sur cette question-là. Pourquoi ? Si, André Berkoff. À part André Berkoff, voilà. Enfin, et moi. J'aime beaucoup et peut-être Gilles William. Voilà. On est trois. On incarne quand même. On est deux dans l'émission aujourd'hui. On n'est pas journaliste. Non. Alors que, et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Mais on pourrait prendre par exemple ce qui a été l'affaire Fillon pendant la campagne. C'est plus le suivisme. Vous aviez, je suis désolé, mais il y avait 95% des gens dans les médias qui disaient la même chose, c'est-à-dire il faut qu'il se retire, comment ça se fait qu'il se soit pas retiré, etc. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit les mêmes choses que les choses sont bêtes. Parce que Fillon et Trump ont en commun de représenter tout ce que une certaine boboïtude, je suis désolé d'utiliser le terme, ça existe quand même. On va pas faire semblant que ça n'existe pas, ça existe. Et tout ce qu'une certaine boboïtude exècre, c'est-à-dire le libéralisme échevelé pour Trump, le côté qu'Ato dit pour Fillon. Quelle est la mission de la presse, de manière globale ? C'est d'informer les citoyens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des informations qui sont cachées, qui sont souterraines, qui sont tuées? Lesquelles? Ah bah je pense. À laquelle? Tiens, laquelle on vous cache? Je pense. Déjà, si vous savez qu'on vous la cache, c'est qu'elle est connue. Non mais attendez. On parle de tout. Un exemple rapide. Alors, on parle de tout, mais je prétends qu'il y a ce que j'appelle les territoires occultés de l'information. D'abord, il y a du retard à l'allumage. L'histoire dont on a parlé des viols collectifs en Angleterre, elle a mis une semaine. Oui, mais elle a bien été publiée. Mais elle a fait une de l'Angleterre, surtout d'abord. C'est pas de l'idéologie, c'est le système à ses Mais si ça n'avait pas été des gangs pakistanais, je
peux vous dire que les féministes françaises s'en seraient emparées immédiatement. Merci Jean-Michel. Merci. Voilà, merci Jean-Michel Apathy. Merci à vous, c'était très C'est sympa. sur Amazon T'en as deux, toi. et je viens de regarder que Ouais, c'était déjà numéro 1 des ventes en précommande. Ça marche pas mal, je Ouais, crois. effectivement. Et c'est donc, sur le site. vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Merci, Merci la Jean-Michel. liberté de ma Jean-Pierre, mère. vous remercie. Mai Mais c'est 68 un bon livre. aux Pays-Bas. Merci, oui. Merci Jean-Michel Apathy.